Kenya, c'est demain que Kenyatta prête serment pour un second et dernier mandat, une investiture censée marquer l'épilogue d'un feuilleton électoral controversé. Les pays du Conseil de l'Entente se préoccupent des questions de la cybercriminalité. Une rencontre avec les experts dans le domaine s'est tenue à Lomé. Ferdinand Gade nous en dira plus. En Guinée, Alpha Condé a mis en garde la presse locale au sujet du traitement médiatique de la grève des enseignants. C'était lors de la clôture de la 46e assise de l'Union de la presse francophone. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre cette édition par la Guinée où le rideau est tombé le week-end sur les 46e assises de l'Union de la presse francophone. Une cérémonie qui a connu la participation du président Alpha Condé. L'homme a profité de cette rencontre pour mettre en garde la presse locale contre le traitement qui est fait de la grève des enseignants en cours dans le pays. On fait le point. La crise qui secoue le secteur de l'éducation en Guinée s'est invitée à la cérémonie de clôture des 46e assises de l'Union de la presse francophone. S'exprimant à l'occasion, le président Alpha Condé assure que les leaders du SLEC-G, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, sont des dissidents et devraient être traités comme tels. La presse locale est alors sommée d'en tenir compte pour traiter conséquemment les informations irrelatives. L'appel sera suivi de sévères mises en garde. Toute radio qui fera passer désormais les communiqués de Souma, secrétaire général adjoint du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, un syndicaliste en rébellion, sera considéré comme complice de la rébellion contre l'État et sera fermé pour que l'on respecte l'État et que l'on respecte la loi, a déclaré le président Alpha Condé. Une mise en garde qui a provoqué l'indignation générale. Pour moi, il est inacceptable que la presse soit bâillonnée, que la presse soit menacée et que la presse soit confinée dans un rôle. C'est offusqué Madiambal Diagne, président de l'Union de la presse francophone. Cette situation intervient dans un environnement particulièrement hostile. Il y a peu, le monde des médias en Guinée a connu une série d'événements fâcheux. L'arrestation d'un patron de presse pour diffusion de fausses nouvelles, des violences physiques contre des journalistes et la suspension d'une radio privée pour diffusion de propos portant atteinte à la sûreté de l'État. Au Kenya, c'est demain mardi que le président Uhuru Kenyatta doit prêter serment pour un second et dernier mandat. Une investiture censée marquer l'épilogue d'un feuilleton électoral qui a une fois encore montré donc à la face du monde la fracture ethnique, géographique et sociale qui caractérise le pays. À 56 ans, Uhuru Kenyatta, au pouvoir depuis 2013, doit prêter serment mardi pour un second et dernier mandat à la tête d'un pays profondément divisé et polarisé sur des lignes ethniques et régionales. De profondes divisions sociales, géographiques et ethniques, exacerbées par la crise actuelle. Le contraste a été net entre la liesse qui s'empare de certains fiefs du président sortant et les manifestations violemment réprimées dans certains bastions de l'opposant Raila Odinga dans l'ouest du pays et certains bidonvilles de Nairobi, lorsque la Cour suprême a validé le 20 novembre dernier la victoire de Uhuru Kenyatta lors de la nouvelle présidentielle organisée le 26 octobre et boycottée par l'opposition. Les violences qui ont entaché le processus électoral ont fait au moins 56 morts depuis le 8 août, principalement dans la brutale répression des manifestations de l'opposition par la police. Des chiffres loin toutefois des quelques 1100 morts des violences politico-ethniques qui ont suivi l'élection de 2007. L'opposition, qui ne reconnaît pas la victoire de Uhuru Kenyatta, promet de poursuivre son mouvement de désobéissance civile lancé il y a quelques semaines. Il faut dire qu'une vingtaine de chefs d'État sont attendus à cette investiture qui se tiendra dans un stade de Nairobi. Au Zimbabwe, l'ex-ministre des Finances, Ignatius Kombo, a été présenté à un tribunal à Harare pour des faits de corruption, d'abus de pouvoir et de fraude datant de la période de 2004-2009. Il s'agit là d'une comparution des premiers proches de Mugabe. La justice zimbabwéenne a par ailleurs validé le coup de force de l'armée qui a abouti à la démission du président Robert Mugabe. Une décision qui sème déjà le doute sur la nouvelle démocratie
legacy promise par son successeur. Alors que certains dans l'opposition comme à l'étranger ont émis des doutes sur l'aptitude du nouveau président Emmerson Mnangagwa, longtemps fidèle à Robert Mugabe, de rompre avec les habitudes de l'ancien régime, la comparution samedi des premières personnalités proches de Grace Mugabe arrêtées par l'armée n'a pas non plus levé les soupçons de justice sous influence. L'ex-ministre des Finances Ignatius Chombo a été présenté à un tribunal pour des faits de corruption, d'abus de pouvoir et de fraude datant de la période de 2004 à 2009. Le juge a renvoyé à lundi sa décision sur l'incarcération ou non de l'ex-ministre qui reste en détention dans un hôpital pour des soins dont la nature n'a pas été précisée. Avant lui, l'ancien chef de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, la ZANU-PF, Kudzai Chipanga, a comparu pour avoir publié des déclarations qui portent préjudice à l'État ou à l'armée. Toujours dans la journée de samedi, un jugement d'un tribunal d'Harare a estimé constitutionnelle l'intervention des militaires destinée selon lui à empêcher les proches de l'ancien président Robert Mugabe d'usurper le pouvoir. Un jugement qui ne dissipe pas non plus les inquiétudes d'une justice sous contrôle. Plusieurs recommandations en matière de la lutte contre la cybercriminalité sont faites au ministre de la Sécurité et des Frontières et de l'Espace du Conseil de l'Entente réuni à Lomé vendredi dernier. Les experts ont mis 2 jours pour préparer cet important document. Ferdinand Gallé, notre correspondant sur place au Togo, nous fait ici le point. La cybercriminalité était au cœur de la 2e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente vendredi dernier à Lomé. La cybercriminalité est devenue un véritable fléau dans l'espace Entente et risque de saper nos efforts de développement. Voilà pourquoi ce thème a été choisi comme thème central pour ces assises, pour pouvoir en débattre en profondeur. La lutte contre ce fléau préoccupe les chefs d'État de l'institution qui, par son secrétariat exécutif et par ses experts en charge de la sécurité et des frontières, ont, après 2 jours de travaux, fait des recommandations au ministre. Les experts ont proposé qu'il y ait dans chaque pays du Conseil une structure, une seule, pour centraliser tout ce qui est de la cybercriminalité. Mais cette structure partagera naturellement les informations aux autres unités d'investigation. Et au niveau régional, il faut un laboratoire d'expertise en cybercriminalité. Et au niveau international, le Conseil a également recommandé que les chefs d'État du Conseil prennent contact avec les superpuissances, c'est-à-dire les grandes structures qui ne fassent pas blocage aux enquêteurs. Ces recommandations pour lutter contre la cybercriminalité seront adoptées lors de la prochaine rencontre des chefs d'État du Conseil de l'Entente, selon le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civique. Pour la gestion des frontières, l'expérience du Bénin a été retenue pour faire école au sein de cette institution. Le Cuba marquait samedi le premier anniversaire de la mort de Fidel Castro. C'était avec le regard déjà tourné vers une transition historique qui doit lui permettre de tourner la page dans moins de 100 jours de 6 décennies de pouvoir des frères Castro. Reportage. Un an après la mort du leader Massimo Fidel Castro, les commémorations se veulent plus sobres et aucune cérémonie de masse n'était prévue pour rendre hommage à cette incontournable figure de la guerre froide. Partout à Cuba, la vie suivait son cours normal samedi. Si aucune statue ni rue ne porte son nom conformément à son souhait, sont réapparus ces derniers jours panneaux et inscriptions sur les murs relayant les slogans « Fidel vive, Fidel vit ». Où somos fidèles, nous sommes fidèles. De leur côté, radios et télévisions d'État relaient à l'envi le nouvel hymne à sa gloire, Laurier et Olive, une trova poétique interprétée par le chanteur populaire cubain Raúl Torres. L'événement intervient dans un contexte où les autorités cubaines ont les yeux rivés sur l'autre événement du week-end, le premier tour des élections municipales. Ce vote donnera le coup d'envoi d'une série d'élections devant aboutir fin février 2018 au remplacement de Raúl Castro, 86 ans, à la tête du pays. Le cadet des Castro a annoncé qu'il cédera sa place
à un dirigeant de la nouvelle génération pour la première fois depuis 1959. Pour l'heure, c'est le premier vice-président et numéro 2 du gouvernement, Miguel Díaz-Canel, 57 ans, qui semble tenir la corde pour lui succéder. Raúl Castro restera toutefois à la tête du tout-puissant parti communiste cubain jusqu'au prochain congrès prévu pour 2021. Il aura alors 90 ans. Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'événement a eu lieu le 25 novembre de par le monde. Environ 1 millier de personnes ont à l'occasion manifesté à Paris. Le clou de l'édition 2017 de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, l'annonce de la décision du président français. Emmanuel Macron a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Toujours et partout contre les violences faites aux femmes, c'est derrière ce slogan qu'environ 1 millier de personnes ont manifesté samedi à Paris. Il a dit que la grande cause de son quinquennat serait la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Je retiens aussi qu'il a dit que les associations auraient plus de moyens, parce que sans moyens, les associations ne peuvent pas du tout lutter contre ce sexisme ordinaire ou contre les violences faites aux femmes. Il a parlé d'éducation, ce qui est très important. On a été assez choqués en fait qu'il ait prononcé 3 fois le mot délation par rapport aux femmes qui sont en train de libérer leur parole. C'est quand même une drôle d'idée de jeter la suspicion tout de suite sur elles au moment où justement elles osent parler, alors que toutes les affaires qu'on a entendues, que ce soit Weinstein, que ce soit DSK, que ce soit Beaupin, à chaque fois on disait tout le monde savait. Donc ça veut dire que c'est pas de la délation, ce sont des lanceuses d'alerte. Pendant des décennies, dans des partis, dans des organisations, tout le monde savait que ces femmes-là étaient victimes et on n'en parlait pas. Et allez hop, au moment où la première parle, on commence à dire que c'est une société de délation. Dans plusieurs autres villes du monde se sont tenues des manifestations pour demander l'éradication des violations des droits de la femme et des violences qui leur sont infligées. Des milliers de personnes ont manifesté à Madrid dans le contexte d'une sordide affaire de viol collectif jugée cette semaine qui a indigné l'Espagne. Par ailleurs, des milliers de femmes ont aussi marché dans les rues de Lima. Les observateurs internationaux font du Pérou le 2e pays d'Amérique latine où le nombre de viols est le plus élevé derrière la Bolivie. Ce sera donc tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient dans quelques minutes sur Sika. Restez donc câblés.